arrangements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis, au bout d'un moment, ont demandé à la France et à la Grande-Bretagne de faire cette guerre à leur place. Parce que Obama ne pouvait pas, vis-à-vis de l'opinion publique aux États-Unis, avec la crise économique, justifier une nouvelle guerre. Donc, ça serait les Français et les Britanniques qu'on mettrait devant. يعني خلال الأشهر الأربعة التي مكثت فيها في ليبيا هل حدثت عن أبرز النقاط التي سجلتها هناك؟ D'abord, premièrement, il y avait un soutien considérable de la population à Kadhafi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des opposants traditionnels de Kadhafi, des Nassériens, des marxistes, qui voulaient qu'il y ait une constitution, que le régime évolue, tout ça. Mais tous ces gens-là, par nationalisme, se sont tous ralliés à Kadhafi contre l'agression de l'OTAN. Et le 1er juillet, il y a eu une manifestation énorme à Tripoli. Tripoli, c'est une ville qui fait environ 1,5 million d'habitants. Mais la manifestation, il y avait 1,7 million de personnes. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus de très loin pour manifester dans Tripoli leur soutien à leur gouvernement contre l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient, encore une fois, tous d'accord avec Kadhafi. Ça veut dire qu'ils savaient que Kadhafi était le seul qui pouvait les sauver. Le deuxième point, c'est que j'ai vu les crimes, les exactions commises par ce qu'on appelait les rebelles. Mais en fait, ce n'étaient pas des rebelles, c'était souvent, enfin la plupart du temps, c'était des combattants étrangers. Les Libyens qui ont pris les armes contre Kadhafi étaient très très peu nombreux. La plupart de ces combattants, c'était vraiment des étrangers, et ils avaient des armes qui n'étaient pas, comme on l'a dit souvent, des armes volées dans les entrepôts de l'armée libyenne, parce que ça aurait été des armes russes, mais ils avaient des armes qui étaient des armes de l'OTAN, des fusils mitrailleurs des États-Unis, ou des Buzis, des armes israéliennes. Et il y avait notamment une forte présence d'Al-Qaïda. Donc, vous savez que dans les années précédentes, il y avait un groupe d'Al-Qaïda en Libye, que c'est même ce groupe qui a fourni une grande partie des combattants qui sont allés pour Al-Qaïda en Irak. Ces gens étaient d'une violence extrême. Alors souvent, quand ils attaquaient un village, bon en fait c'est l'OTAN attaquait le village, puis eux ils arrivaient après, mais quand ils rentraient dans le village, ils étaient souvent complètement drogués. C'est quelque chose on a du mal à s'imaginer, parce qu'ils arrivaient, ils coupaient les têtes des hommes, les seins des femmes qu'ils disaient impudiques. Bon, ils ont commis vraiment des choses terribles, et toujours en public, pour qu'il y ait le plus de témoins possible, pour faire peur. Et de cette manière, ils obligeaient les populations à fuir, et ils pouvaient étendre l'autorité du Conseil de Benghazi un peu plus loin, de cette manière. Vous savez, c'est un petit pays, il y a moins de 6 millions d'habitants, 5 millions et demi. Mais il y a 2 millions de personnes qui ont été obligées de quitter leur maison, de fuir devant tout ça. Moi, ce que je voyais, c'est que les crimes n'étaient pas du tout commis par le gouvernement de Kadhafi, par son armée. Les crimes, ils étaient commis par des combattants étrangers qui venaient là, quelques combattants libyens. بالنسبة لكل ما تفضلت به كيف كانت التغطية الإعلامية هناك؟ Alors ça, c'est le gros problème en fait, parce que bon, on sait toujours que dans une période de guerre, il y a de la propagande de guerre. Que les médias des pays qui sont en guerre vont justifier ce que font leurs gouvernements. Cependant, on pense que comme il y a beaucoup de chaînes de télévision de pays différents, la vérité va finir par surgir, que quand même tout le monde ne va pas mentir en même temps. Ben moi, ce que j'ai vu, c'est le contraire. Tout le monde a menti en même temps. Les journalistes de ces grandes chaînes, BBC, Sky, CNN, France 24,
France Télévisions. Il n'y avait pas ceux d'Al Jazeera là, ils avaient été expulsés. Mais il y avait tous les Occidentaux. Et bon, quand ils avaient demandé leur accréditation pour rentrer, normalement une équipe de télévision c'est 2 personnes. Vous savez, vous avez le journaliste et puis le caméraman. Là ils arrivaient, ils étaient 3, 4, parfois 7. Et on voyait bien quand même que ces gens n'avaient pas un air tout à fait de journaliste. لماذا 7 في فريق واحد أستاذ Thierry? Pourquoi 7? Écoutez, la plupart de leurs techniciens, c'était des gens très musclés, avec des tatouages partout. Et au bout d'un moment, on se rendait compte que c'était tous des militaires, des gens des forces spéciales, qui avaient une carte de presse parce qu'ils étaient rentrés à la télévision 15 jours avant. Mais en fait, c'était des militaires. Et ce qu'ils venaient faire, c'était plusieurs choses. C'était à la fois fabriquer du mensonge et faire du renseignement pour l'OTAN, pour les bombardements. Il y a eu vraiment un débat très fort dans le gouvernement libyen pour savoir ce qu'il fallait faire. Bon, certaines personnalités comme Youssef Chakir, qui était le plus grand journaliste en Libye, disait il faut mettre ces gens dehors tout de suite. On voit bien que ce n'est pas des journalistes, leur travail est complètement négatif. Mais Saïf el-Islam Kadhafi pensait que si on les mettait tous à la porte, alors on ne parlerait plus du tout de la Libye. Et que dans le silence, on pourrait massacrer tout le monde. Qu'il valait mieux des mensonges plutôt que le silence. Moi j'ai constaté que c'est une erreur, mais une très grave erreur qui a été faite. Et à la fin, nous avons discuté sur qui étaient ces journalistes, pour faire le tri, qui étaient les vrais journalistes et qui étaient les faux là-dedans. Donc, moi j'ai commencé à chercher sur Internet qu'est-ce qu'ils avaient fait avant. C'était vraiment des journalistes. Et donc on voyait souvent celui qui parlait à la caméra, celui-là était un journaliste, mais tous les autres, c'était des militaires. Et les services secrets libyens ont décidé à un moment d'intercepter tous les emails des journalistes qu'ils avaient regroupés en un seul point au centre de presse à l'hôtel Rixo. Et là, ils ont découvert des choses incroyables. Même ceux qui paraissaient des journalistes qu'on a vus dans d'autres endroits, ceux-là, ils avaient des discussions avec le MI6, avec la CIA, avec la DGSE française, avec le Mossad. En fait, c'était tous des espions. Et les services secrets libyens ont même intercepté un document incroyable. C'était un petit manuel rédigé par une société militaire privée qui s'appelle Aegis. C'est comme Blackwater, mais c'est anglais. Et donc, en fait, on voyait que tous ces journalistes de ces chaînes différentes, on croyait des équipes différentes. En fait, c'était un seul groupe. Ils travaillaient tous ensemble. Et dans ce manuel, on disait, quand les États-Unis attaqueront, quand pour de vrai on détruira Tripoli, à ce moment-là, il faudra, juste avant, dans les 3 heures avant, il faudra évacuer tous les journalistes. Sans ça, peut-être Kadhafi les prendra en otage. Donc il y avait un plan d'évacuation. D'ailleurs, ce plan d'évacuation, c'était cette société privée qui avait une base secrète dans Tripoli, et il était spécifié qu'il y avait l'aide des services secrets turcs. Et donc tous ces journalistes devaient disparaître brutalement, on les amenait au port, et là, il y avait un bateau pneumatique qui devait les amener vers les bateaux de l'OTAN. Tout ça en 3 heures maximum, avant que le bombardement général de Tripoli n'ait lieu. Et donc, comme les Libyens savaient ça, ils ont bloqué les journalistes à l'intérieur quand le bombardement a eu lieu, et les journalistes sont restés bloqués dans l'hôtel. Mais
moi j'ai vu ces gens fabriquer le mensonge. Par exemple, une fois, on les a invités à assister à un iftar qui était offert par une personne riche à des réfugiés qui fuyaient les combats. Alors je les ai accompagnés, on est allé, il y avait une grande tente, et puis on distribuait des repas. L'ambiance était très bonne, tout ça, donc ils ont fait quelques images. Et puis il y avait un grand portrait de Kadhafi, non, vraiment quelque chose de très très grand. Et sur une table, il y avait de l'encens pour que ça sente bon dans cette... Et là, le journaliste de CNN, j'ai oublié son nom, Ivan quelque chose, il a pris la vasque et il l'a posée devant le portrait de Kadhafi. Et là, avec BBC, ils ont commencé à faire des images, parce qu'ils voulaient faire un reportage en disant que Kadhafi se prenait pour un dieu, il obligeait les gens à faire des prières devant lui avec de l'encens, etc. Oui, vraiment fabriquer une histoire complètement fausse. Et là, les Libyens ont eu l'idée, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai fait quelque chose. Et donc, ils ont commencé, les Libyens, à filmer les journalistes de CNN et de BBC en train de faire ça. Comme ça, ils n'ont pas pu envoyer ce reportage parce qu'on aurait pu immédiatement montrer que c'est eux qui avaient fabriqué cette situation. موقف الصحفيين الليبيين من ذلك ماذا كان؟ Les journalistes libyens, eux, ils parlaient au peuple libyen, ils ne parlaient pas à l'extérieur. Donc, les journalistes libyens, d'abord, il n'y a pas beaucoup de journalistes en Libye, ils n'ont pas trop développé ça. Mais bon, il y avait un journaliste exceptionnel, en fait, qui était Youssef Chakir, qui, lui, avait une crédibilité particulière parce que il avait été opposant à Kadhafi, très opposant à Kadhafi, et par nationalisme, il s'était rallié à Kadhafi contre l'OTAN. Donc tout le monde savait qu'il n'était pas là pour la propagande du régime, pas du tout, il était là pour sauver le pays. Donc lui, il a fait un vrai travail, notamment, il a fait un travail pour chaque jour rectifier l'information que donnait Al Jazeera et El Arabiya. Parce que par exemple, si vous voulez, il y avait... ces chaînes ont expliqué que la ville de Brega avait été prise par les rebelles. Mais ce n'était pas vrai. Donc Chakir organisait tout de suite une communication en direct depuis la ville de Brega et il demandait à son correspondant à Brega de se promener dans la ville pour qu'on voit qu'il n'y avait pas de rebelles à l'intérieur. Donc il faisait tous les soirs, il essayait de corriger ce que les chaînes du mensonge avaient dit à l'extérieur. نعم. التقنيات الإعلامية التي كان يستخدمها الإعلاميون في هذه التغطية هل تقدم لنا فكرة عنها؟ Écoutez, il y a des choses très différentes. Mais moi je voudrais attirer l'attention sur plusieurs points qui pour moi sont d'une gravité extrême. D'abord, vous savez, il peut se faire qu'un individu commette quelque chose qui est déshonorant. Mais là, ce sont des institutions qui ont fait ça. Par exemple, ça a commencé que France 24, donc la chaîne officielle extérieure du gouvernement français, a signé un accord avec les rebelles de Benghazi pour devenir leurs conseillers en communication et organiser toute leur communication internationale. Donc ils étaient en même temps, ils disaient en même temps, nous faisons un travail objectif, et en même temps, en réalité, ils travaillaient pour un des protagonistes. Ensuite, on a vu dans ces journalistes, au début, ils étaient autorisés à se promener un peu partout. Alors ils prenaient des voitures et puis ils allaient voir le lieu d'un bombardement ou ils allaient visiter une partie de la ville. Et on a constaté que quand ils se promenaient en groupe pour aller comme ça faire le tour de la ville, les endroits où ils passaient, où ils s'arrêtaient pour voir des bâtiments officiels, ces bâtiments officiels étaient bombardés dans les 15 minutes suivantes.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui indiquaient l'emplacement exact des cibles à bombarder, et si on pouvait le faire à ce moment-là. Il y a eu un cas absolument terrible. Vous savez, l'OTAN a adopté la même technique que les Israéliens d'assassinat de personnalités et de leurs familles. Comme ils ne pouvaient pas tuer certains dirigeants, ils ont choisi de leur faire peur en tuant les femmes et les enfants. Donc il y a eu une fête de famille chez le maréchal Koueldi Al-Hamidi. Et au cours de cette fête de famille, on a invité quelques journalistes. L'un d'entre eux, on ne sait pas lequel, mais l'un d'entre eux a déposé des balises, des sortes de GPS si vous voulez, des balises dans les chambres des enfants. Et le lendemain, pendant la nuit, l'OTAN a bombardé la maison familiale et les bombes sont arrivées directement sur la chambre à coucher de chaque enfant. Ils ont tué tous les enfants comme ça, de la famille. Donc, dans un cas comme ça, on voit que les journalistes sont en même temps des combattants. De les obliger à rectifier des choses, ça n'était pas mieux. Par exemple, il y a eu un massacre dans un petit village à Mayer. C'est un village sur une colline et l'OTAN voulait détruire tout le village de manière à ce que la route qui passe devant soit libre et que les rebelles puissent y passer. Parce que les rebelles, vous savez, la plupart, c'est pas du tout des combattants en fait. C'est des gens qui viennent pour faire des images avec des drapeaux, c'est tout. Bon. C'est l'OTAN qui étaient les vrais combattants. Donc ils ont bombardé cette colline et ils ont tué tous les villageois qui étaient là. La Libye a dit que c'était un crime de guerre. L'OTAN a répondu que non, pas du tout. Nous avons des informations précises. C'était des militaires qui étaient cachés là. On a bien vu que c'était un carnage, c'était horrible. Il y avait des corps déchiquetés partout, tout ça. À ce moment-là, ces journalistes qui avaient des téléphones satellitaires ont appelé le siège de l'OTAN à Bruxelles en demandant des conseils. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? On ne peut pas dire que vous avez fait ce massacre. Alors comment est-ce qu'on va faire? Et ce sont les gens de l'OTAN qui dictaient les articles en leur disant alors vous allez dire que voilà c'était une cible militaire mais il y avait quelques civils qui étaient là et on ne pouvait pas le savoir, ils ont servi de bouclier humain, etc. À la fin, Al Jazeera a fabriqué des studios à Doha, au Qatar, et ils ont reproduit en studio la place verte, la principale place de Tripoli, et Bab el-Zia, qui était la place devant l'ancien palais présidentiel. Et lorsque l'OTAN a attaqué Tripoli, quand il y a eu ce bombardement, je dis quand ils ont attaqué Tripoli, mais en fait, depuis le début de la guerre, tous les jours, il y avait des bombardements. Mais c'était ici, là. Tandis que quand ils ont vraiment attaqué Tripoli, ça a été un déluge de feu. Vous voyez, ils bombardaient partout. Pendant 2 jours, le sol tremblait. Ça ne s'arrêtait pas de trembler tellement ça bombardait. Et donc, dès le début de cette attaque de Tripoli, Al Jazeera a diffusé des images où on voit les rebelles qui rentrent sur la place verte. يعني إذا تؤكد أنت أن الأشخاص الذين كانوا يقومون بالتغطية الصحفية مرتبطين بأجندات خارجية، يعني هل حدثنا عن نوع هذه الأجندات؟ Attendez, je termine là-dessus parce que au début de l'attaque de Tripoli, Al Jazeera a diffusé des images des rebelles qui rentraient sur la place verte, mais il n'y avait pas de rebelles sur la place verte. Il n'y avait pas de combattants dans Tripoli, ce n'était que des bombardements. Les combattants au sol sont arrivés après. C'était des images en studio. C'était de la fiction. Vous voyez ? Et ils ont diffusé ça et les gens dans Tripoli étaient horrifiés. Plus personne n'osait sortir. Les gens pensaient que les rebelles étaient dans les rues. Vous voyez, Et après, à la fin de la bataille de Tripoli, Moustapha Abdel-Jalil du Conseil de transition, dans une interview à France 24 en arabe, on lui a demandé, mais c'est vrai que c'était
vous avez fait des fausses images de la place verte. Et lui, il a répondu, mais c'était une ruse de guerre. Comme ça, nous avons gagné plus vite et nous avons sauvé des vies. Non, non. Comme ça, ils ont menti, comme ça, ils ont écrasé leur propre peuple, oui. C'est une chose terrible qu'ils ont fait. Je crois que le renseignement libyen était dépassé par cette situation. En fait, ils ne savaient pas comment réagir. D'ailleurs, c'est une situation tellement exceptionnelle que personne ne pense des choses comme ça à l'avance. Ils ont expulsé quelques journalistes qu'ils ont pris en flagrant délit de commettre des choses illégales. Parfois découvert du matériel que des journalistes ne devraient pas avoir et qu'ils ont confisqué. Mais ils les avaient laissés rentrer avec. Ils n'auraient jamais dû laisser faire ça. Au début, ils disaient, bon, c'est des journalistes, ils arrivent avec leur matériel, ils ont plein de caméras et tout ça. Mais, par exemple, peut-être vous vous souvenez, un jour, Kadhafi a reçu des chefs de tribu à l'intérieur de l'hôtel Rixos, c'est-à-dire à l'intérieur du centre de presse international. Donc tout le monde, les États-Unis voulaient le tuer, et lui, il apparaît dans le centre de presse avec ses chefs de tribu, et évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas bombarder le centre de presse, ils auraient tué leurs propres journalistes en même temps. Et puis on ne sait pas comment Kadhafi est rentré dans l'hôtel, et on ne sait pas comment il est parti. Alors, les journalistes qui étaient là ont pensé, bien, il y a des entrées secrètes, des souterrains, etc. Et une nuit, on a retrouvé le correspondant du Washington Post, pieds nus, dans les sous-sols, avec un appareil à ultrasons, pour essayer de trouver l'entrée cachée de souterrain par lequel Kadhafi serait rentré et sorti. Vous trouvez que c'est normal pour un journaliste d'avoir ce genre de matériel avec lui? Donc voilà, il a été expulsé. من خلال خبرتك في هكذا أحداث يعني في خدمة من تندرج هكذا مشاريع ومخططات؟ Il y a un tel déséquilibre entre les moyens de communication de l'OTAN, des pays de l'OTAN. Ils ont combien de chaînes satellitaires? Et puis la Libye de son côté. Vous vous rendez compte, les Libyens, pour faire connaître leur point de vue, ils avaient leur télévision nationale. Et une des premières choses que les États-Unis ont fait, ça a été de débrancher la télévision libyenne des grands satellites. Comme ça, bon, les Libyens la voyaient, mais ça ne se voyait plus à l'extérieur. Donc, vous avez cet océan de mensonges, et puis des gens qui essayent de leur côté de se défendre. Ce qui s'est passé, c'est que, à la fin, les populations en Europe, aux États-Unis, ont vraiment cru qu'il y avait une révolution, que Kadhafi avait tué les gens, et vraiment, sincèrement, ils ont pensé que c'était normal d'intervenir militairement. Ils ne se sont pas rendus compte que, en fait, c'était simplement une expédition coloniale. L'Occident est en train de renouer avec son passé colonial. Mais si les Européens s'étaient rendus compte de ça, ils auraient renversé leur gouvernement, ils auraient arrêté cette guerre. Non, mais ils ont été complètement intoxiqués. Et aujourd'hui, on voit que les mêmes moyens, la même propagande est en train de se développer dans les chaînes satellitaires contre la Syrie. Vous savez que Al Jazeera est en train de réaliser des studios avec la place des Omeyyades et la place des Abbassides. Ils sont en train de préparer ce qu'ils ont fait contre la Libye, c'est-à-dire la possibilité de fabriquer des fausses images pour créer la confusion. Il faut que vous vous rendiez compte de ce qui se prépare et de l'ampleur que ça peut avoir. Vous savez, en Libye, les gens qui ont collaboré avec l'OTAN
Peut-être au début, ils n'ont pas pensé ce que ça impliquerait. Peut-être ils ont pensé, après tout, ce sera très rapide, Kadhafi tombera, bon, il y aura quelques morts, mais pas grand-chose. Vous savez qu'il y a eu plus de 50 000 morts, plus de 200 000 blessés, 2 millions de personnes qui ont perdu leur foyer. Et ça, c'est un pays qui est 4 fois plus petit que la Syrie. Donc vous imaginez ce que ça serait en Syrie. Donc, يعني هنا نريد أن تقدم لنا رؤيتك عن الإعلام ووسائله وخاصة وسائل الإعلام الناطقة بالعربية. La presse en langue arabe, elle est à l'image du monde arabe, elle est divisée. On n'entend pas les mêmes choses si on regarde Al Jazeera ou Al Manar. Et le problème, c'est de savoir qui cherche à comprendre ce qui se passe et qui cherche à intoxiquer. Alors, au cours des dernières années, l'Arabie Saoudite a investi de manière énorme dans des médias. Là, on a vu, tous ces médias ont travaillé pour le compte de l'OTAN. Le Qatar a sa propre chaîne de télévision. Le Qatar s'était impliqué dans la guerre. Vous savez qu'il y avait des troupes qataries au sol pour rentrer dans Tripoli. Donc, voilà, le Qatar a transformé sa chaîne de télévision qui avait mis 15 ans à devenir très crédible. C'est un exemple dans le monde entier. Tout d'un coup, c'est un vulgaire organe de propagande. Peut-être ce qui manque à la presse arabe, c'est d'avoir une vision générale de ce qui se passe. Souvent, elle reste sur des points de détail. Nous sommes dans un monde où une puissance disposant de moyens militaires extraordinaires a décidé de tout conquérir. Et nous devons avoir une compréhension claire de la manière dont les États-Unis et Israël agissent. Là, je trouve très important l'expérience libyenne, parce que il avait été prévu au départ d'attaquer en même temps la Libye et la Syrie. Alors, ça n'a pas été possible pour deux raisons. D'abord, il fallait amener tout de suite un grand nombre d'armes sur place. Donc en Libye, les combattants étrangers qui étaient arrivés... إذن هناك من قاسم مشترك بين توجهات من هذه الفضائيات. Si vous voulez, dans le cas de la Libye, personne n'avait envie de défendre Kadhafi. Donc finalement, tout le monde s'est contenté de ce que certaines grandes chaînes disaient. Personne n'a cherché à vérifier. C'est à la fin, Kadhafi, tout le monde l'avait abandonné. Les trois seuls ambassadeurs qui restaient en contact avec le gouvernement, c'était le Venezuela, Cuba et la Syrie. Tous les autres avaient laissé tomber Kadhafi. Il s'est retrouvé tout seul, vraiment. Il n'avait pas Moalem pour aller obtenir le veto des Russes et des Chinois. Hein. Donc, voilà, la presse arabe a accepté tout ça. Elle est tout aussi coupable d'avoir accepté tout ça. Et pourquoi la presse arabe n'a pas envoyé beaucoup de correspondants sur place? Il y avait quelques journaux algériens, mais finalement, il y avait très peu de journalistes arabes présents. Je ne sais même pas expliquer pourquoi. C'est comme s'il y a une fatalité. Les États-Unis sont tellement puissants qu'après tout... من خلال متابعتنا لهذه الفضائيات ولبث هذه الفضائيات لاحظنا التركيز على النساء المختطفات واغتصاب الفتيات وتعذيب الأطفال، ونحن هنا في هذه المنطقة نتأثر كثيرا بهذه الأمور. يعني ما الذي تقوله حول كل ذلك؟ Quand il fabrique un mensonge, absolument tout est permis. Donc il y a eu ici
l'histoire de ce jeune homme, et puis donc, dont on avait dit qu'il avait été castré, tout ça, et puis l'histoire de cette jeune fille qui aurait été coupée en morceaux et qui en fait est vivante. Bon. En Libye, ils ont inventé plusieurs histoires. Il y a eu d'abord l'histoire de fausses communes. Alors on a montré sur les chaînes occidentales un cimetière et on voyait tout un tas de gens qu'on enterrait en même temps. Pendant quelques semaines, ça a fait un grand émoi en Europe. Et puis en fait, on a découvert que c'était des vieilles images et que c'était simplement que dans une ville, on avait déplacé un cimetière, donc on avait déterré les morts et on les avait mis à un autre endroit. Après, il y a eu toute cette histoire au sujet des viols. Vous savez que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Susan Rice, avait expliqué que Kadhafi donnait du Viagra à ses soldats pour qu'ils violent les femmes. Comme le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, a essayé de dire que c'était vrai, tout ça, CNN a fabriqué des reportages pour justifier ça. Alors, par exemple, il y a un reportage où on explique nous avons réussi à récupérer une vidéo qui a été faite avec un téléphone portable, et ce sont des soldats de Kadhafi qui sont en train de violer une femme. Et ils ont passé ça sur CNN, alors c'était flouté, et on entendait les cris de la femme, c'est insupportable. Puis en fait, à l'extérieur, les gens ne comprenaient pas, mais en Libye, certains ont compris parce que c'était un extrait d'un film pornographique. Donc ils n'ont pas hésité à faire des choses comme ça. Moi, pendant la bataille de Tripoli, ils ont annoncé qu'ils avaient arrêté Saïf el-Islam. Et le procureur Ocampo, au nom du tribunal pénal international, a confirmé que c'était vrai et qu'on était en train d'organiser le transfert de Saïf el-Islam de Tripoli vers La Haye, aux Pays-Bas, pour le juger. Mais moi, je savais que c'était faux. Alors j'ai commencé à appeler Russia Today, Telesur, expliquer que non, c'est faux, Saïf el-Islam n'a jamais été arrêté, etc. Et pendant 2 jours, il y avait les 2 versions. Et puis Saïf el-Islam, tout d'un coup, est apparu dans l'hôtel Rixos, il a réveillé les journalistes étrangers, et dit voilà, je suis là, et les a emmenés juste à côté faire quelques images. Mais ils peuvent tout inventer. Il n'y a pas de limite à ça. Et surtout pas de limite morale. تحدثت عن مشروع بريطاني فرنسي. كيف يتجلى هذا المشروع؟ Pour préparer la guerre de Libye, bien avant qu'il y ait ce qu'on a appelé le printemps arabe, bien avant les événements en Tunisie et en Égypte. La France et la Grande-Bretagne ont signé un traité, le traité de Lancaster, au mois de novembre 2010. Il s'agit de créer une force expéditionnaire commune qui puisse être projetée n'importe où dans le monde, et donc les soldats français et britanniques pourraient mener des guerres ensemble. Il y a une annexe au traité. On dit pour commencer à travailler ensemble, les 2 armées, on va faire un exercice militaire, une sorte de jeu de guerre. Et on a la liste de toutes les unités qui vont participer à cet exercice. Le scénario de l'exercice, c'est les forces franco-britanniques doivent intervenir en Afrique du Nord pour sauver une population civile qui est massacrée par un tyran. Étrange. Et le document précise que cette simulation, cet exercice, aura lieu le 21 mars 2011. Mais les forces britanniques, les mêmes unités, ont attaqué la Libye le 19 mars 2011. C'est-à-dire qu'en fait,
depuis le mois de novembre. On savait exactement ce qu'on allait faire et on a préparé les unités combattantes. On a organisé les vacances des soldats, on a amené les munitions, etc. Tout était prêt pour l'attaque à ce moment-là. Et les événements de Benghazi au mois de février ont été juste un prétexte pour pouvoir faire ça. Un prétexte d'ailleurs en partie fabriqué, parce que vous savez, il y a eu 2 manifestations à Benghazi, le 15 et le 17 février. Celle du 15 février, ce sont des vrais opposants à Kadhafi, des nassériens, des marxistes, qui demandent une constitution. Celle du 17 février, ce sont des islamistes qui protestaient sur la vieille histoire des caricatures de Mahomet. Et ceux-là, c'étaient les agents de l'OTAN, qui sont chargés de fabriquer le désordre pour justifier l'intervention occidentale. ذكرت أن فرنسا وبريطانيا شكلتا قوة احتلال مشتركة. من يديرها وما هي مهماتها؟ Quand on lit le document du traité, on pense que ce sont les Français et les Britanniques ensemble qui décident. Mais si on voit les éléments extérieurs, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. D'abord, donc, comme je le disais, cette guerre, elle était planifiée depuis 2001, depuis 10 ans. Elle est planifiée par les États-Unis. Les Français et les Britanniques ne sont que des sous-traitants. Et ça se vérifie par un point tout simple. Toutes les munitions utilisées par les Français et les Britanniques, toutes ces bombes, sont des bombes des États-Unis. Ce ne sont pas les Français et les Britanniques qui ont payé les munitions. Vous voyez? Donc c'est vraiment... les Français et les Britanniques sont les mercenaires des États-Unis dans cette affaire. Et ils ont cru qu'ils pourraient en tirer un avantage. Il y a des réserves de pétrole et de gaz très importantes. Ils avaient déjà accès à ça. Mais les Libyens leur avaient mis des conditions d'exploitation qui n'étaient pas très avantageuses. Maintenant, on entend des dirigeants français dire, puisque nous avons aidé à la libération de la Libye, nous réclamons notre part du gâteau, disent-ils. Notre part du gâteau, c'est-à-dire il faut manger quelque chose. Donc, on voit bien que tout ce qui a été raconté sur l'intervention humanitaire, sauver des civils, tout ça, ça n'était qu'un mensonge. D'ailleurs, sauver des civils, on a tué 50 000 personnes, peut-être 60 000 même. هل ترى محاولات لاستنساخ التجربة التغطية الإعلامية في ليبيا بالمقاربة مع التغطية الإعلامية التي تجري في سوريا؟ Les États-Unis auraient voulu faire la même chose ici. Donc, ils n'ont pas pu pour 2 raisons. Pour que l'opération réussisse, il faut qu'il y ait, dès le début, énormément d'armes sur place. En Libye, ils ont réussi à prendre des arsenaux de l'armée et à prendre les armes de l'armée. Donc ils avaient tout de suite un stock d'armes important. Ici en Syrie, ils n'ont pas pu, et il a fallu faire amener les armes par la Jordanie, par le Liban, par la Turquie. Il n'y a pas eu cette possibilité de frapper d'un grand coup au début. Et donc on voit que des groupes armés se déplacent, livrent des combats ici ou là, mais n'ont pas la possibilité d'un coup suffisant. La deuxième chose, c'est que, je disais, la Libye était isolée. Il n'y avait pas de politique d'alliance de la Libye. Peut-être s'ils avaient des alliances avec certains pays d'Afrique noire, qu'ils aidaient à leur développement, mais sur le plan international, ça ne suffit pas, ça ne les a pas aidés à l'ONU, cela. Alors que depuis le début, la Syrie a une politique d'alliance extrêmement large. Bien entendu, on pense d'abord au rôle de l'Iran et de la Russie, mais c'est beaucoup plus large que ça. La Russie a stoppé les premières tentatives de résolution au Conseil de sécurité. Et là, on vient de voir de manière absolument spectaculaire, à la fois le veto russe et chinois. C'est quand même la première fois que la Fédération de Russie, pas l'Union soviétique,
la Fédération de Russie utilise son veto, donc depuis 20 ans, et la première fois depuis le début de l'ONU que la République populaire de Chine utilise son veto. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail diplomatique extrêmement intense, énormément de choses depuis très longtemps. C'est pas des choses qu'on fait à la dernière minute, ça. Hein. Donc la Syrie a su se protéger jusqu'à présent. Bien entendu, tout ça est toujours très fragile, et les États-Unis vont tout faire pour casser ces alliances, puisque les États-Unis n'arrêteront pas. Hein. Ils ont décidé de faire cette guerre, et ils continueront dans l'espoir d'y arriver à un moment donné. Mais la Libye a eu le tort de croire qu'elle pouvait se défendre toute seule. On ne peut pas. Nous sommes dans un monde complètement différent. Vous savez, les dirigeants libyens, ce sont des hommes du désert. Ils n'ont pas pensé le monde de cette manière. نعم. سيد ميسان، عذرا منك، نعلم أنك مغادر البلد وأخذنا الكثير من وقتك، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشكر لكم حسن المتابعة. بأمن وأمان الله.